Nous sommes 14e en 2024 sur 133 pays en termes de production scientifique. Mais si on voit notre classement en termes d'interaction entre les structures de recherche et l'université, on est 103 sur 133. En termes, si vous voulez, de ce qu'on appelle les copublications entre les structures de recherche et les partenaires socio-économiques. On est classé 130 sur 133. On est presque les derniers de la classe. Certains chercheurs, ils sont bien formés. De point de vue fondamental, ils savent en quelque sorte vulgariser. C'est pas l'expérience. Personnellement, j'ai vécu ça et je peux assurer ça. Mais ces efforts et ces métiers ne sont pas encore reconnus dans notre système. Le problème, c'est un problème de communication. C'est un problème de communication. إيكولوجيا بودكاست حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا عرفات بن مرزو، ونحن اليوم باش نحكيو على البحث العلمي البيئي في تونس. باش نحكيو في الموضوع هذا في حضور سي شادلي عبدلي اللي هو مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومدير برنامج أريس، مشروع أريس اللي يندرج ضمن برنامج تونس خضراء ومستدامة. باش نحكيو على الواقع متاع البحث في تونس، باش نحكيو عليه من منظور بيئي، لكن باش نحاولوا نفهموا شنو التحديات اللي يواجهها القطاع هذا. توا نرحبوا سي شادلي ونبداو مع الحلقة. وقت اللي بديت نقرأ على أريس يعني يا ديفرون بوين اللي جلبوا انتباهي، منها الموبيدوك. والموبيدوك بحكم انه سان بروغرام اللي من قبل أريس. جوست هكا نبداو بها. نحب نعرف شنو هي الفلسفة وراء الموبيدوك. سي ليدي اوريجينال على خاطر يساجي دا موفمون دو شيرشور في العالم المهني. دونك اعطيني. هو راهو سي لو موبيدوك سي ان دي dispositifs qui ont été mis en place par le ministère, surtout suite au projet Passerie. Et c'est un dispositif qui est considéré un dispositif de transfert de technologie par excellence. Depuis 2012. D'accord. 2012. Donc, depuis 2012 jusqu'à présent, sans compter ARES, où sont 907 projets. 907 projets. OK. Dans divers secteurs. L'agrofood, l'agriculture, la santé, l'éthique, l'industrie, si je peux dire, chimique. Donc, on a touché tous les secteurs. Et donc, si vous voulez, le FELS, c'est en quelque sorte, tu as un docteur qui a un savoir-faire académique, technologique, et ce docteur, il vient d'une structure de recherche. Et une structure de recherche, c'est un savoir-faire, c'est un ensemble de techniques maîtrisées, c'est un ensemble de concepts. L'étudiant avec, c'est l'ambassadeur, en quelque sorte, de ce laboratoire auprès de l'entreprise. Donc, il va permettre à l'entreprise d'accéder à tout ce qu'il y a dans le laboratoire. Donc, l'entreprise, elle bénéficie du docteur avec tout son savoir-faire, mais à travers cet étudiant, elle aura la possibilité d'accéder à tout ce qu'il y a. Donc, ça a une implication dans la structure. Oui. Dans un cas, c'est obligatoire. Deux éditions, deux formes Mobidoc. Le Mobidoc doctorant, c'est un étudiant qui prépare sa thèse. Et ça, c'est obligatoire. L'interaction entre l'entreprise ou le partenaire socio-économique, l'organisme bénéficiaire et la structure de recherche, elle est obligatoire. Mais il y a aussi le Mobidoc docteur. Il a sa thèse. Et donc, ce qu'il fait avec l'entreprise, c'est une recherche postdoctorale. Mais on n'exige pas, mais on préfère et on accorde des bonus si le docteur il maintient toujours des relations avec son laboratoire d'origine, parce que au cours de l'exécution de son travail, c'est une recherche appliquée avec l'entreprise. Il a besoin d'analyse, il a besoin de savoir-faire, si vous voulez, scientifique, de son ex-encadreur ou bien ses collègues dans le laboratoire. Donc, lorsqu'il y a une convention, elle est préférée, elle n'est pas exigée, mais elle est préférée. D'accord. Ou est-ce que ça a une implication, disons, budgétaire et financière, mais laboratoire? Indirectement, parce que le laboratoire,
il est tenu, s'il s'agit surtout d'un mobidoc doctorant, il prépare une thèse, il est tenu d'assurer toutes les conditions favorables pour l'exécution du travail. D'accord. Donc, produits chimiques, équipements, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie qui se fait chez le partenaire socio-économique, mais il y a aussi une partie qui se fait dans la structure de recherche. Et la structure de recherche, elle finance indirectement, elle assure toutes les conditions pour la conduite du travail. دكر به على امتداد العوام هذوما الكل اكثر من 900 يعني بينيفيشير بروجي اسكو ils sont connectés oui علاش je dis oui mais de manière réponse relative. Donc parce que l'objectif principal du Mobidoc, c'est l'intégration du docteur ou doctorant dans l'entreprise. C'est son recrutement dans l'entreprise. Ça, c'est l'objectif final. Bon, si on considère uniquement ce paramètre, pour les éditions totalement achevées, il y a environ 20% de docteurs ou doctorants qui sont intégrés dans l'entreprise. Donc, on attend plus peut-être, mais c'est ça le résultat. Mais le plus important, c'est que le laboratoire d'où vient ce docteur, il a gagné un partenariat. Parce que dans le laboratoire, tu peux avoir des résultats de recherche très intéressants. Et ils sont valables au niveau du laboratoire. Mais en tant que chercheur, tu as besoin de valider tes résultats à l'échelle grandeur nature, dans le milieu naturel. Donc, et l'existence de ce partenariat, il y a une pérennisation. Donc, ça commence avec le Mobidoc, le doctorant, et ça continue par la suite, parce que la structure de recherche, elle a toujours besoin d'un partenaire socio-économique qui lui offre la possibilité de valider ses résultats. C'est pas mal, yani, c'est un outil de scaling up. Yani. C'est très important. La relation, elle est gagnant-gagnant pour les différents partenaires. Et par exemple, pour les appels à projets dans le cadre du programme européen, H20, maintenant Horizon Europe. Et même dans pratiquement tous les autres appels nationaux, les projets de recherche fédérés, le PAC Collabora, le Green Impact qu'on a lancé dans ARES, toujours, si le laboratoire va candidater à un projet, s'il n'a pas un partenaire socio-économique, ça ne marche pas. Donc l'existence d'un partenaire socio-économique avec un ou plusieurs laboratoires est indispensable pour bénéficier d'un financement national ou international. Donc la relation, elle est lancée avec le Mobidoc et elle continue par la suite et ça permet de renforcer le partenariat entre les structures de recherche et ses partenaires socio-économiques. يعني تو أغلبية les fonds اللي قاعدين يمسوا العالم تاع الRND فيهم cette dimension تاع connexion مع التيران. Oui, il faut dire que maintenant on est en train de vivre un changement. Okay. Donc pendant une première phase, il y a des financements de la recherche pour la recherche. Et c'est pratiquement une recherche fondamentale, académique. L'interaction avec le milieu socio-économique n'est pas vraiment très exigée. Mais maintenant, on est dans une seconde phase. La première phase, elle nous a permis de mettre en place des laboratoires reconnus à l'échelle internationale, des chercheurs kiff-kiff, tunisiens, reconnus pour leurs compétences. Et maintenant, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est comment valoriser les résultats de la recherche. Et c'est pour cela que nous avons, dans la stratégie, en quelque sorte, du ministère dans la valorisation, il y a ce qu'on appelle le financement de la recherche collaborative. Et lorsque je dis recherche collaborative, c'est recherche qui implique obligatoirement des partenaires socio-économiques. Et si on veut dire recherche collaborative, c'est que dans la plupart des cas, tu as des résultats de laboratoire et tu as besoin d'interagir via une recherche-développement pour, si vous voulez, transformer tes résultats plus ou moins académiques de laboratoire en un nouveau produit ou nouveau service pouvant être utilisés par le partenaire socio-économique. Et ça, c'est
le changement qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, il n'y a plus, je dis presque, il n'y a plus un financement de la recherche pour la recherche. Et practicity. Et c'est normal, c'est attendu. Honnêtement, donc, c'est un besoin. Lorsqu'on voit qu'est-ce qu'on a comme résultat de recherche maintenant dans les laboratoires, rien que je suis issu j'ai fait plus de 40 ans dans la recherche. Maintenant, je connais dans le secteur maintenant, de biotechnologie, mon secteur en quelque sorte, il y a vraiment une grande diversité. Il y a une richesse extraordinaire en résultats, ou en brevets, des résultats qui sont valables dans nos laboratoires. Mais ils ne sont pas encore valorisés. Peut-être les partenaires socio-économiques concernés ne sont pas au courant de ce que c'est. Est-ce que ثم l'industrie équivalente موجودة في تونس؟ Excellente question. Il y a. Mais l'idéal pour une recherche qui est appliquée, c'est partir d'un problème que tu identifies chez le partenaire socio-économique. C'est ça le point de départ. Et tu montes le projet pour résoudre le problème. Ça, c'est excellent. Mais peut-être aussi, en tant que chercheur, peut-être que tu es générateur de nouvelles idées, de nouvelles techniques, de nouveaux mécanismes, et tu le proposes pour plus large. Plus large. Tu le proposes pour le partenaire socio-économique pour lui dire que tu peux utiliser ce que j'ai ici pour développer développer ton entreprise et la diversifier. هو شنو le problème? Le problème, c'est un problème de communication. C'est un problème de communication. Parce que les deux partenaires, le chercheur, d'une part, et le partenaire socio-économique ne parlent pas le même langage. Certainement. Et ça, donc il y a un problème de confiance, ou bien de méfiance, je vais dire. Voilà, d'ignorance. Oui, d'ignorance aussi. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'est pas tout à fait convaincue que ce monsieur, le chercheur, le laboratoire, va m'apporter des solutions concrètes pour développer mes activités. De l'autre côté, le chercheur, il dit, l'entreprise ne sont pas capables de comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, ce n'est pas le même langage. Et ça provoque un peu la divergence. C'est pour cela que maintenant, d'ailleurs, partout dans le monde, on a besoin de ce qu'on appelle des personnes qui parlent double langage. Intermédiaires. C'est des personnes intermédiaires. C'est des structures avec des profils d'interfaçage. Donc, je dois avoir quelqu'un qui, du côté chercheur, il va écouter, il va dire qu'est-ce qu'il y a comme résultat intéressant, valorisé. Et de l'autre côté, il va chez l'entreprise, il lui dit, il y a un résultat, ou bien il y a un outil, un mécanisme, ou bien des acquis. Si tu l'utilises, tu vas développer ton entreprise. Voilà des entités. Oui. Donc, les structures d'interfaçage. L'Ampère, c'est une structure d'interfaçage. Les bureaux de transfert de technologie, c'est une structure d'interfaçage. Mais ça nécessite une expertise. Ça nécessite des personnes formées dans ce cadre. Okay. Jusqu'à présent, on vient de lancer, il y a 2 années, donc des masters en transfert de technologie. Mais nous manquons de manière très importante en termes de profil qui assure l'interfaçage. Donc, les gens qui le font, ce rôle d'interfaçage, ils le font de manière bénévole. On ne peut pas vraiment bâtir toute donc sur quelque chose de bénévole. Et dans certaines conditions, vous avez des chercheurs qui veulent le faire. Certains chercheurs, ils sont bien formés. De point de vue fondamental, ils savent en quelque sorte vulgariser. Ce n'est pas l'expérience. Personnellement, j'ai vécu ça et je peux assurer ça. Mais ces efforts et ces métiers ne sont pas encore reconnus dans notre système. On ne connaît pas, par exemple, une personne, un expert dans le transfert de technologie. Alors, lorsque je dis un expert dans le transfert de technologie, c'est que quelqu'un qui est formé dans les droits de propriété intellectuelle, c'est quelqu'un qui est formé dans la communication, dans la vulgarisation, dans la contractualisation, dans la négociation entre chercheurs ou les structures de recherche, milieu socio-économique. On n'a pas ça. Donc, c'est pour cela que... On n'a pas une formation vers ça. On n'a pas une formation pour mais ça. Mais on a des assises de terrain qui permettent de... À mon avis,
D'ailleurs, on l'a commencé avec Mobidoc. Pour moi, les Mobidociens qui ont déjà une thèse, des docteurs, donc scientifiquement, techniquement, académiquement, tout ça, c'est OK. Je dis, ces docteurs, on leur ajoute en quelque sorte une autre couche. On les forme sur le propriété intellectuelle, on les forme dans des aspects de vulgarisation, de communication, de contractualisation. Et, puisque ce sont des chercheurs, ils connaissent souvent les résultats intéressants au niveau chercheur, ils essaient de les vulgariser et ils sont capables d'identifier les entreprises qui peuvent absorber ces résultats. Alors, nous avons commencé ça avec une nouvelle fenêtre, Mobidoc. Mobidoc, on l'a appelé Mobidoc Nouveau Métier, ou bien Mobidoc métier ou la Mobidoc pour appuyer la valorisation des résultats de la recherche et du transfert de technologie. Donc, on a sélectionné au début une vingtaine et on les a affectés vers les technopodes. Et dans quel objectif? Dans l'objectif de rapprocher davantage, d'intégrer davantage les technopodes dans leur région. Et que les docteurs, donc ils ont été affectés dans des technopodes, mais au niveau de l'ANPR, avec tout ce que nous avons comme des relations expertise, avec l'unité de gestion du programme européen dans le temps H20, donc ils sont à la technopole, mais ils sont régulièrement formés sur certains modules de transfert de technologie. Bien que la formation n'était pas vraiment très très solide, mais c'est auto-formation. Et maintenant, ils jouent un rôle très important. Et au niveau des technopoles, ils forment ce qu'on appelle des cellules de montage de projets. Où ils ont été même capables de rédiger des projets. C'est des projets dédiés pour les petites et moyennes entreprises. Et certains projets ont été acceptés, ils ont été financés. Le taux d'acceptation de projets issus de ces Mobidociens nouveaux métiers, le pourcentage, le taux de réussite, il est supérieur au taux de réussite moyen dans le pays. Donc c'est important. Et c'est pour cette raison, bien l'expérience à la RSI, c'est juste pour vous dire que ces Mobidociens, en quelque sorte, c'est l'idée de l'ANPR, l'idée de la délégation aussi, notamment avec Siraj Al-Khmir, et l'idée de l'unité de gestion des programmes européens, c'était une idée ensemble, mais parce que le projet que nous avons commencé, nous avons eu un reliquat, puisqu'il y a eu une dévaluation du dinar, on a gagné une certaine somme en dinar, on a dit voilà, on va faire l'essai avec cette somme, on va former une nouvelle cohorte. C'est ça. Et justement, donc l'expérience, elle a très bien réussi avec les technopoles, et maintenant, on l'a fait avec les universités. Et chaque université, actuellement, aujourd'hui, elle a au moins deux docteurs qui forment des cellules, ou bien l'embryon, ou bien le noyau dur d'une cellule de montage de projet dans les universités. Et justement, c'est pour rapprocher l'université de son milieu socio-économique. On était allé même prendre des docteurs et les affecter la direction générale de la recherche scientifique, l'unité de gestion des programmes européens à Horizon Europe, à l'ANPR, pour le management des projets et la gestion des projets. Par exemple, dans le cas du projet SAFI, nous avons pratiquement toute une équipe de Mobidociens formés dans les nouveaux métiers. Je vois la vision. ثم برشا حاجات ينجم يصير فعلهم على خاطر certains moments des univers s'interconnectent, soit des univers d'action, soit des corps de métier. C'est pour notre problème actuel. Notre système de recherche et innovation, il est très, je vais dire, il est très fort en termes de production scientifique. C'est juste pour te dire que nous sommes 14e en 2024 sur 133 pays en termes de production scientifique. En termes de la proportion d'ingénieurs, on est très bien classé. En termes vraiment de reconnaissance des chercheurs, on est très bien classé. Mais aussi la production de connaissances. Mais si on voit notre classement en termes d'interaction entre les structures de recherche et l'université, on est 103 sur 133. Donc, tu vois la différence. On est 14e production de recherche. L'interaction avec les universités, on est 103. Au niveau de, si vous voulez, la formation des clusters aussi, qui est très importante.
On est classé 109e. En termes d'absorption du savoir, de l'innovation par les entreprises, on est classé 122e sur 133. En termes, si vous voulez, de ce qu'on appelle les copublications entre les structures de recherche et les partenaires socio-économiques, on est classé 130 sur 133. On est presque les derniers de la classe. On est les derniers de la classe. D'ailleurs, le classement en 2024, on est les premiers en Afrique en termes de nombre de publications par million d'habitants. On est les premiers en Afrique en termes de nombre de chercheurs par million d'habitants. On est aussi très bien classé, si vous voulez. J'ai parlé des ingénieurs, mais si je regarde l'interaction avec le milieu socio-économique, dans la région MENA, on est pratiquement les derniers. D'accord. On est pratiquement les derniers. Donc, il y a un problème réel, le transfert de technologie et la valorisation des résultats de la recherche. Donc, ça, c'est important. Et pour réussir cet objectif, pour moi, il faut 3 composantes. Il faut une recherche qui est orientée. Vers les besoins du milieu socio-économique. Elle doit partir en priorité des problèmes du milieu socio-économique. وحدهم ما تنجمش تخرج منهم الحكايه. Il faut, les priorités ou bien les problèmes sont identifiés par une approche participative. Tu vas pas, tu dois, par exemple, dernièrement, dans le domaine de l'environnement, on voulait faire des masters pour l'environnement. On a invité des entreprises, on a invité des municipalités. Donc, c'est avec eux qu'on identifie les problèmes. Et inviter les chercheurs, soit pour monter des masters vers ces problèmes, ou bien développer une recherche. Donc, c'est ça la recherche orientée. C'est la recherche appliquée vers un objectif. Et ça, c'est important. Maintenant, de l'autre côté, l'utilisateur potentiel des résultats, les entreprises, elles doivent être ouvertes sur le milieu socio-économique. Elles doivent être dotées de minimum, je dis, de veille scientifique et technologique. Elles doivent connaître qu'est-ce qu'on fait dans le pays. Et dans ces entreprises, elles doivent aussi avoir ce qu'on appelle un peu des cellules de recherche-développement. Elles doivent avoir des ingénieurs, des chercheurs, des docteurs qui font la cellule. Donc maintenant, j'ai une recherche appliquée, j'ai des entreprises qui sont disponibles pour absorber la recherche. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les structures d'interfaçage qu'on a parlé. Donc, si on veut réussir ça, donc il faut agir sur les 3 composantes. Et d'ailleurs, au niveau de la recherche, maintenant, c'est important. Bon, ça fait déjà une année, on en parle. C'est un peu une modification de l'organigramme des universités. Okay. Parce que pour nous, une université, il y a 2 grands départements. Il y a un département recherche, il y a un département enseignement supérieur. Mais l'université n'est pas, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas valoriser ou vendre ses inventions ou bien ses innovations. Par statut juridique ou par habitude? Oui, parce que l'organigramme ne le permet pas. Donc, l'université, elle doit créer un nouveau département. C'est le département de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je me dis, chercheurs, tout à l'heure on parlait, il faut sensibiliser, il faut former les chercheurs permanents dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc il faut ce département. Et ce département, il est important. Par exemple, un petit chercheur, tu dis que j'ai un résultat très intéressant, original. Qui va vraiment évaluer ça? Donc dans l'université, tu dois avoir, dans le département innovation et entrepreneuriat, tu dois avoir des expertises, des compétences capables de dire dans quelle mesure ce que le chercheur présente, il est innovant. Les brevets, les recherches d'antériorité, etc. C'est important, la structure de dire que un étudiant, par exemple, veut créer sa spin-off, puisqu'on est dans une université. Donc, ce département est capable, doté de l'expertise, pour se prononcer, pour dire que oui, l'activité ou le produit donc c'est innovant, il pourrait faire l'objet d'une spin-off, il faut le soutenir, etc. Donc, jusqu'à présent, oui, il y a un spin-off, par exemple. En termes économiques. Donc, ça peut générer une nouvelle entreprise. Mais elle peut être vendue, en quelque sorte.
produit نتاعها vendu pour une entreprise existante qui va développer ses activités. Mais dans tous les cas, l'entreprise elle est gagnante. Bien sûr. Jusqu'à présent, elle n'a pas la structure qui lui permet de valoriser les ressources qu'elle a. C'est pour cela que la tendance ou la réforme qui me paraît indispensable, c'est transformer les universités pour les rendre des universités entrepreneuriales et universités innovantes. اسكو لا ان بي ار عندها دور نتاع بليدويي ولا ما نعرفش ثينك تانك يعني؟ لا هو اسمعني هو تو l'ANPR donc elle joue c'est une structure d'interfaçage. Donc elle joue un rôle important. C'est avec l'ANPR que nous avons vu de nouveaux dispositifs, de nouveaux concepts. Avant l'ANPR, on ne connaît pas Mobidoc. Avant l'ANPR, on ne parlait pas beaucoup de cette recherche collaborative. Avant l'ANPR, on ne parle pas beaucoup de ces bureaux de transfert technologique qui sont répartis dans les différentes universités. Avant l'ANPR, on ne parlait pas de ces nouveaux métiers qui sont dédiés, si vous voulez, à la recherche, à la valorisation de la recherche et au transfert technologique. Donc l'ANPR, elle a déjà introduit tous ces nouveaux concepts. On a même introduit un concept ce qu'on appelle la spécialisation intelligente. C'est quoi la spécialisation intelligente? C'est que dans une région donnée, la Tunisie peut être une région, donc ça peut être subdivisé en plusieurs régions. Si je prends par exemple la région de Sfax, c'est connu. Les points forts de la région de Sfax, c'est pratiquement des structures de recherche fortement spécialisées dans le domaine, par exemple, de l'huile d'olive. Vous avez des entreprises sur l'huile d'olive. Vous avez un savoir-faire traditionnel sur l'huile d'olive. Donc, qu'est-ce que la spécialisation intelligente? C'est que ça doit commencer par mettre tout ce monde, les structures de recherche, les entreprises, les associations ou bien le savoir-faire traditionnel ensemble pour dire que, la région de Sfax, son point fort, c'est l'huile d'olive. Et nous devons... وشكون يعملهم؟ Et justement, donc, nous devons monter des projets sur l'huile d'olive. Et dans les autres régions, de toute façon, ils n'ont pas suffisamment d'atouts ou de points forts pour être compétitifs. Dans une autre région, donc il y a d'autres points forts. شكون يعملهم؟ l'ANPR قاعد تعمل فيهم. C'est d'ailleurs le concept de la spécialisation intelligente où il a vu le jour dans les pays européens. Mais pour le moment, donc on essaye, si vous voulez, d'introduire ce nouveau concept. Et on a commencé à travailler avec la région, par exemple, de Sfax, de Bizerte et de Médine. Mais le concept, c'est chaque région développe des projets ou bien des actions transformatives, vraiment des projets intéressants, en considérant leurs points forts. Généralement, ce n'est pas toujours considéré cet aspect. Maintenant, sauf un projet dans un domaine donné, ça marche, il n'y a pas de raison que ça va marcher, Donc, chaque région, elle doit être vraiment consacrée. Décentralisée. C'est point. موجود في l'Europe et ça marche بالكدا. Donc, tous ces concepts, avant, ça n'existait pas. C'est l'ANPR qui essaie et qui les a introduits et de les mettre en œuvre, de les concrétiser. Donc, est-ce que les recommandations هذوما ils ont été prises en charge ولا est-ce que انتم عندكم دور نتاع كورايتر في استراتيجيه جديده نتاع الR&D في تونس؟ في الاستراتيجيه bien sûr هو توكي استراتيجيه c'est multi-acteurs. Donc, stratégie جديدة, c'est la stratégie de la recherche scientifique, nouvelle stratégie de la recherche scientifique, de l'innovation et la souveraineté. Bien sûr, cette stratégie ne part pas de zéro. Elle part de l'état de l'art du système national de recherche et d'innovation. Tout à l'heure, j'ai parlé des points forts, des points faibles, ou bien je vais dire des défis. Donc, la nouvelle stratégie, l'objectif, c'est vraiment relever ces défis. Et pour cela, donc, des mécanismes qui seront mis en place via une approche participative impliquant obligatoirement l'ANPR, puisqu'elle détient le plus de dispositifs qui permettent vraiment de relever ces défis. على شكل الوزارات الأخرين ثماش حاجة من نوع مندوبيات البحث العلمي في كل ولاية؟ لا ثماش حاجات هكاك؟ Non, il n'y a pas. Honnêtement, depuis X temps, il faut reconnaître que
nous avons grandement besoin d'assurer une plus grande coordination entre les différents ministères en termes de recherche scientifique. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur, elle finance des laboratoires ou des structures de recherche qui lui relèvent directement. Mais elle finance aussi des laboratoires de recherche, santé, le flaha, etc. Et le problème actuellement, c'est pratiquement le manque de coordination. Tu vois que chaque ministère a sa stratégie. Alors que nous sommes un petit pays, nous avons grandement besoin de rassembler nos efforts, nos moyens, de dire, voilà, donc notre pays ne peut pas être fort dans divers domaines. Je vais dire, par exemple, on est fort dans le domaine des biotechnologies. Ces biotechnologies peuvent apporter des solutions dans la lutte du changement climatique, la création de la valeur ajoutée, les substances, si vous voulez, ce qu'on appelle les substances biologiques actives qui sont utilisées dans le cosmétique, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, nous sommes maintenant forts dans ce... Donc, ça doit appeler tous les ministères pour coordonner ensemble. Et honnêtement, donc le problème, pour le moment, je dis que cette coordination, elle mérite d'être significativement renforcée. D'ailleurs, dans les réformes de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, certainement, dans notre ministère, on parlait de la création de la haute instance de la recherche scientifique qui relève directement de la présidence du gouvernement ou bien même de la présidence. Pour mieux coordonner les efforts et vraiment éviter la dispersion, éviter la redondance. Parce que dans certains cas, tu trouves presque la même activité qui est en train d'être dans deux structures différentes. C'est un petit peu حاجة مشابهة نواجهوها في العالم متاع الكونسيرفاسيون دو لا ناتور واللي ثم lack of coherence بينات les programmes de développement. Oui. يعني la représentation de la position نتاع تونس في مختلف les instances ولا les traités ولا conventions. برسك حاجة سيميلير. مي أنا نرى هنا ثم دور كبير نتاع وزارة الشؤون الخارجية d'assurer une certaine synergie et cohérence. خاطر هي اللي يتلم فيها نورمالمون لو بوزوان نتاع البلاد en termes de R&D. Oui, c'est ça. Donc, vous dites le ministère des Affaires étrangères, le projet de réforme, on parle de la présidence du gouvernement, on parle même de la présidence qui contrôle un peu cette haute instance de recherche et d'innovation. Mais l'essentiel, c'est concentrer de cohérence dans une seule structure, parce que, comme on dit, la redondance. Donc, est obligatoire d'avoir une complémentarité. Donc, par exemple, si je prends la recherche dans le domaine de l'agriculture, les collègues sont très forts, donc ils font une belle recherche en agriculture. Parallèlement, maintenant, tu prends des centres de recherche qui relèvent directement du ministère de l'Enseignement supérieur, des centres de recherche maintenant, de biotechnologie appliquée à l'agriculture, CBS, CBBC. Alors, il y a une complémentarité. Maintenant, des résultats de la recherche qui sont identifiés dans les laboratoires, dans les centres de recherche, et qui peuvent être bien validés et valorisés par nos collègues qui font de la recherche. Alors que pour le moment, malheureusement, je le dis, chacun travaille. والله بلاتفورم انتليجنت تنجم تلم العباد الكل. والله كل واحد شنو فينا ستاد في الريشيرش بتاعه لي بروغرام اللي موجودين ولا ça centralise le mouvement غادي. Oui, tu as complètement raison, mais je vais te donner un exemple. Pratiquement depuis 2010, on a eu un projet avec des partenaires japonais. C'est le projet SATREPS. Et c'est un projet qui était orienté vers les ressources, les bioressources des régions arides et semi-arides, la valorisation de ces bioressources. C'est pour le développement des régions arides et semi-arides. C'est un projet très intéressant. C'est un projet dans lequel tu vas identifier des plantes, tu vas dire que ces plantes sont intéressantes, par exemple pour le traitement d'une telle maladie, qu'on peut identifier quelle partie de la plante, on peut identifier quelle fraction de l'extrait de la plante, on peut dire quelle molécule elle est intéressante. On est même capable d'isoler la molécule et la faire agir, par exemple, sur des cellules cancéreuses. Tout ça,
on l'a appris à travers ce projet de coopération avec les Japonais. Mais c'est la première fois, j'apporte un témoignage, c'est la première fois que le CBBC, c'était en 2000, le CBBC, le CBS, l'IRAD du Médine et l'ENIS travaillent ensemble. Et c'était extraordinaire lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. Mais c'est le projet qui nous a réunis. Donc, la plateforme, oui. Donc, on a pensé, maintenant, cette plateforme, les équipements, l'utilisation des équipements. Je peux dire qu'il n'y a pas de partage. La Tunisie, donc il y a de l'équipement. Mais est-ce que ces équipements sont utilisés à 100%? Est-ce qu'une personne donnée peut dire que je veux faire telle analyse, où je peux trouver l'équipement avec? Dans quelle structure? تعملت une plateforme pour l'utilisation des équipements scientifiques lourds. Gratuitement, mise à disposition. La plateforme, elle existe. Une analyse, tu sais que l'analyse elle est faite, par exemple, au CBS ou au CBBC. Tu vas t'inscrire, prendre un rendez-vous. Bon, dans la plupart des cas, surtout entre les structures, c'est gratuit. Mais c'est gratuit, c'est pour l'achat d'équipements de consommables pour faire l'analyse. Alors, le problème, il est... J'étais directeur général du Centre de biotechnologie Bourse-Dria. Et à une journée porte ouverte où j'avais des agriculteurs, من جهة بني خلاد وجهة سليمان, etc. Et le problème des agriculteurs, il y a des problèmes surtout liés à l'agriculture. Des problèmes de type analyse de l'eau, des problèmes d'analyse du sol, des problèmes, il y a un jaunissement des plantes, on ne sait pas quel type de maladie, ça, c'est un manque d'éléments minéraux, tout ça. Tout ça, ça doit être identifié via une analyse et une interprétation des résultats. Les agriculteurs font ça dans quelques structures d'analyse locales. Ça, c'est pas grave. Mais dans plusieurs situations, c'est des échantillons envoyés à l'extérieur du pays et l'analyse sont faites moyennant de la devise. Alors que le savoir-faire, très intéressant et parfaitement en adéquation avec les besoins, existe à 2 km, à 10 km de chez eux. Donc, nous avons un centre de l'eau, un centre de CBBC, centre de matériaux, donc qui peuvent répondre. Donc, c'est un problème aussi de communication. اي ولا structure intermédiaire في البوان هذا فهمت هيك يكولكت هو تو les centres فاقوا بالحكايه هذه. Donc, au niveau des centres, ce qu'on appelle des unités spécialisées. C'est pas une unité de recherche, une unité spécialisée. Maintenant, c'est un peu une structure qui essaie de vendre, donc les services, le savoir-faire. Source de financement. Source de financement, justement. Donc, pour le milieu. Donc, et ça a eu des résultats intéressants. Maintenant, le centre de biotechnologie de Bourse-Dria, il est accrédité, par exemple, en termes d'analyse de l'huile d'olive. Il est reconnu à l'échelle. Voilà, certes, il est l'exemple. exemple. Et c'est important. Au lieu que tu vas être exportateur d'huile d'olive, tu es obligé de fournir des résultats certifiés, accrédités, maroufines. Et le centre peut maintenant le faire. واضح. Une dernière question في الموبي دوغ ومن بعد نتعداو للجرين. ما تتصورش انه ثم ان كوهورت نتاع الموبي دوغ اللي نجمو هكا نسميوه موبي دوغ ترانسفيرسال واللي يخلي دي دكتورون ولا دي دكتور يخدموا دي بروجي فريمون ترانسفيرسال بين ديفيرون تيماتيك. يعني ان ليترير يحب يخدم على لا سوسيولوجي دو لا بوليسيون. C'est très important. Et donc, je dois reconnaître que depuis 2012, et je t'ai parlé de 907 projets, il y a juste 1% de ces projets qui relèvent, si vous voulez, du domaine des sciences humaines et sociales. Juste 1%. Autrement dit, nous ne sommes pas arrivés à convaincre nos collègues, les structures de recherche, dans les domaines des sciences humaines et sociales.
Et pourtant, ils représentent un taux très important en termes de structure de recherche et de chercheurs. C'est un préjugé, parce que nos collègues pensaient que le MOBIDOC, c'est de la recherche, c'est la science exacte, et ça, c'est loin. Mais pour le moment, une recherche scientifique ou la science dure, si tu veux, elle est aidée à produire, par exemple, des technologies, de nouveaux mécanismes. Mais qui va utiliser ces outils, ou bien ces mécanismes, ou bien ces biens? C'est la société. Est-ce que la société, elle va accepter tout de suite ce que tu vas produire? Donc, il y a des études d'acceptabilité de ce que tu produis par la société. Et à ce niveau, les sciences humaines, sociales jouent un rôle important. Et ça rentre parfaitement dans le caractère maintenant interdisciplinaire des projets de recherche. Rak, inti, biologiste, tu es incapable de répondre aux besoins, comme il se doit, aux besoins d'un problème donné. Tu as besoin, je ne sais pas, de tes collègues spécialistes, l'eau, la chimie, etc. Et sciences humaines sociales. Donc, c'est le caractère interdisciplinaire. De toute façon, comme alternative, il y a 2 semaines, j'étais auprès de mes collègues à l'université de Manouba. Et lorsque j'ai parlé de ce problème, on m'a dit que j'ai tortop. Et effectivement, je suis allé pour intéresser mes collègues. Et l'idée, c'est de les inviter autour, si vous voulez, d'un petit atelier pour définir donc, les thèmes de recherche qui relèvent des sciences humaines sociales et qui doivent avoir un rôle déterminant dans notre processus. Il y en a tellement. Et pour commencer, on va lancer un MOBIDOC sciences humaines sociales. Ah, cool. C'est bien, c'est bien. Ben, سيدي يعطيكم الصحة. حاب نحكي معك على البيزاج نتاع الR&D اللي تهم l'environnement في تونس. Oui. جست هكا اعطيني بسطة عامة بعد ندخلوا شوية en détail. Historiquement, lorsque j'ai commencé à travailler, mon parcours de recherche, c'était en 82-83. Ça fait pas jeune, hein? عمري عامين. Le sujet de ma recherche qui m'a été confié, c'était justement en quelque sorte sur ce qu'on appelle un peu maintenant les plantes halophytes. On a des plantes naturellement tolérantes à la salinité. Naturellement, génétiquement tolérantes à la salinité. Et l'objectif, c'est pour identifier des mécanismes. Mon professeur disait comment on explique que ces plantes sont aussi adaptées à ces conditions très difficiles. Ça, c'était en 82-83. Bon, par la suite, l'activité elle a été développée dans d'autres aspects parce que c'est vrai qu'on a apporté pas mal de réponses. Pourquoi ces plantes sont-elles tolérantes à la salinité? Juste pour donc l'histoire, mais ce qui est intéressant, lorsque tu pars dans une zone salée, dans une sabra, tu connais certainement l'écosystème, il y a des unités, des plantes pérennes qui forment des unités, tout au long de l'année. On appelle ça des halophytes pérennes. Tu viens au printemps, tu trouves que dans ces unités, il y a une grande diversité de plantes annuelles. Et c'était en quelque sorte mes premières expériences. Lorsque j'ai vu ces plantes annuelles qui sont très intéressantes, surtout pour l'alimentation du bétail, j'ai dit que c'est extraordinaire, des plantes qui vivent dans la sabra et qui sont intéressantes pour l'alimentation du bétail, c'est un bon résultat. Mais j'étais en quelque sorte déçu parce que lorsque j'ai pris mes plantes avec manuel, je suis revenu au laboratoire, mais elles sont très sensibles au sel. Très sensibles au sel. Okay. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment des plantes très sensibles au sel peuvent-elles vivre dans un écosystème fortement salin? Et des hypothèses, c'est que les plantes pérennes qui sont toujours installées ont une capacité surtout de dessaler, d'absorber les quantités de sel qui se trouvent dans l'horizon supérieur et de transformer en quelque sorte cet horizon en milieu favorable pour le développement des annuelles. Donc
entre autres, c'est une sorte de synergie en quelque sorte, parce que avec les plantes annuelles, il y a certaines, surtout de la famille des fabacées, les légumineuses, la famille qui est le fassa ou le hummus, etc. Et donc, ils sont capables de fixer l'azote de l'air et le transformer en azote utilisé par la plante, donc les fabacées. Mais une partie de l'azote s'en va dans le sol et ça va alimenter les halophytes. Donc, les halophytes dessalent le sol, le rendent favorable. Les légumineuses, surtout, vont fixer l'azote de l'air, ils vont donner pour les halophytes. Donc, entre autres, c'est comme ça on a expliqué la cohabitation, et on a grandement besoin de la cohabitation entre deux statuts écologiques très différents, des plantes tolérantes et des plantes sensibles. Mais c'était en quelque sorte mon sujet de doctorat d'État, mais ça m'a permis d'intégrer un réseau sur les plantes halophytes et les intérêts des plantes halophytes. Maintenant, les plantes halophytes sont intéressantes pour le dessalement des sols. Si on a un sol agricole salinisé, on peut mettre des plantes halophytes. Après une saison ou deux, enlever les halophytes et mettre, si vous voulez, de l'orge ou bien des plantes sensibles. Maintenant, il y a même des essais de co-culture. Donc, on fait des lignes où il y a de la tomate et entre deux pieds de tomate, vous avez des halophytes. Donc, on est en train de copier ce que nous avons vu dans la nature. Solution fondée sur la nature. Sur la nature, totalement sur la nature. Il y a une chose très intéressante, puisque on fait le composante environnemental. Il y a des plantes, parce que lorsque j'ai fait des analyses, j'ai remarqué que dans la plupart, dans une bonne partie des dépressions salines, lorsque j'ai fait des analyses de métaux lourds, j'ai trouvé que le taux, bien sûr, c'était dans le cadre de thèse que j'ai encadré, donc il n'y a pas beaucoup de thèses, que le taux en métaux lourds dépasse les normes internationales. Donc, c'est des zones contaminées. Donc, ce sont des milieux salins contaminés par les métaux lourds et pourtant, mes plantes halophytes se développent comme il faut. Donc, l'hypothèse, c'est que ces plantes peuvent être intéressantes pour extraire les métaux lourds. Elles sont au moins tolérantes aux métaux lourds. Et justement, nous avons identifié des plantes qui peuvent extraire les métaux lourds. Des plantes qui peuvent fixer les métaux lourds autour de leurs racines. Et justement, pour revenir, si vous voulez, le projet environnement, lorsqu'on était dans une phase de discussion du projet ARES, le projet Appui la recherche et l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement, on a eu pratiquement 2 ans de négociations et de discussions avec notre bailleur de fonds. Et parmi les success stories, c'est que j'ai pris avec moi une étudiante, une docteure, qui était dans édition qui ont précédé le projet ARES, qui a travaillé dans la région de Klibia. Et dans la région de Klibia, il y avait une zone de décharge non contrôlée. Elle est contaminée. Mais le problème, que cette zone de décharge non contrôlée, elle se trouve en plein centre du milieu agricole. Donc, tu peux imaginer, avec les eaux de ruissellement, avec tout, les contaminants vont aller dans les terrains cultivés. On va les trouver dans nos aliments. Donc, l'étudiante, elle est de Klibia, et ensemble, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des plantes dans une première phase pour fixer les métaux lourds et éviter leur progression dans les zones avoisinantes. Et en même temps, on met d'autres plantes pour extraire les métaux lourds. Et pratiquement, on a commencé à le faire et ça commence à donner l'air d'un petit parc. Et ça, c'est un des éléments de success story qui a participé à convaincre notre bailleur de fonds sur l'intérêt de financer des actions dans le domaine de l'environnement. Ça, c'est juste un exemple. Mais vous avez beaucoup d'établissements, les halophytes, mais la réponse des plantes à la salinité ou le comportement à la salinité, le comportement à la sécheresse, ça existe depuis X-temps. Donc, il y a un ensemble d'acquis très intéressants et que, je dis heureusement ou malheureusement, ou là très intéressant dans le contexte du changement climatique. Le changement climatique, grosso modo, c'est quoi? C'est le manque d'eau, c'est la salinisation des sols. Donc, l'école, si je peux dire école
sur la salinité, l'école sur la sécheresse, des écoles في تونس depuis X temps. Donc ils sont là, que j'ai le contexte de changement climatique, déjà on est prêt. À un certain moment, lorsque dans mes premières années de recherche, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu travailles sur la salinité? Tu ajoutes le sel, tu vois qu'est-ce qu'elle fait, la plante, elle l'absorbe, elle va l'éviter, comment elle fait pour s'en débarrasser? Mais c'est quoi ça? C'est pas... Maintenant, tout le monde se met à travailler sur la réponse des plantes et comment les plantes font pour, si vous voulez, s'adapter. Et nous avons besoin justement d'utiliser tout ce savoir-faire pour créer, par exemple, avec les halophytes. Nous sommes obligés d'augmenter le rendement de manière générale. Est-ce qu'on peut augmenter la surface des terres arables? Nous avons pratiquement épuisé toutes les terres arables. Bon, on peut les corriger, par les réhabiliter. Mais il serait encore plus important, dans les zones complètement abandonnées, de créer des systèmes productifs, de nouveaux systèmes productifs. Et c'est possible avec des halophytes, parce qu'il y a des plantes pour l'alimentation de l'homme, des plantes pour l'alimentation du bétail, etc. Donc, je peux vous dire qu'il y a vraiment un savoir-faire, il y a des acquis très intéressants en termes de, si vous voulez, d'adaptation des plantes et des ressources, des bioressources vis-à-vis des contraintes de l'environnement. Les hommes représentent les composantes principales du changement climatique. Comment les ramener à être adoptés dans une politique d'État? ما تكونش حاجة في مستوى recherche et développement et application terrain. Oui. Je reviens au premier point. Les résultats sont là. Il y a beaucoup de résultats qui sont là. Je crois que notre résultat, maintenant, il y a le concept de plante memory qui est développé. Maintenant, la plante, elle a une mémoire. Elle va se rappeler de ce qu'elle a subi depuis la graine jusqu'à le bas. Mémoire de l'eau. Mémoire de la plante. Et justement, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a montré? J'avais une conférence dans ce cadre. Maintenant, tu vas cultiver une plante donnée dans un milieu salin. Avant de faire, disons le blé, par exemple. Avant de faire le semis, tu as les graines de blé, tu vas les imbiber, par exemple, pendant 48 heures. Il faut optimiser dans l'eau légèrement salée. Avant la sortie de la radicule, avant la germination, donc, elle a été bien imbibée avec l'eau salée. Tu vas la semer. Et bien, le résultat, que le rendement ou le développement des plantes qui sont issues de grains pré-traités sont largement plus tolérantes et plus productives que les plantes issues de grains non pré-traités. C'est mieux le priming. C'est comme la vaccination de SAR. C'est pratiquement l'install de la vaccination. C'est des approches respectueuses de l'environnement, des approches économiques. Scaling up. C'est intéressant. Les techniques de priming. Chaque espèce, il lui faut les produits ou bien le traitement bien donné. Donc, tu imagines qu'une start-up qui te donne un paquet technologique pour le blé, notre paquet, je ne sais pas, c'est intéressant. Une start-up qui te produit des plantes pour l'extraction des métaux lourds, une start-up qui te produit des micro-organismes, je ne sais pas, pour décontaminer les mers, etc. Donc, même si c'est important, c'est intéressant, ça contribue à faire monter des startups, mais ça ne crée pas une politique d'État. Oui, d'accord. Donc, la politique d'État, maintenant, je pense qu'avec, je l'espère, je le souhaite, Inch'Allah, avec ces nouveaux mécanismes de valorisation des résultats de la recherche, avec ces nouveaux mécanismes de transfert de technologie et ces nouvelles opportunités de financement dans le cadre du projet ARES, le projet d'appui à la recherche et l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement, on va en quelque sorte mettre en exergue ces résultats et on va démontrer que ces résultats de laboratoire sont capables d'être, si vous voulez, transformés en action, en produits réellement utilisables. Et si tu le démontres, où est le problème? Le problème, lorsque tu as une idée, le degré de maturité technologique, c'est pratiquement 1. Tu vas essayer de le valider par des expériences au labo, et tu arrives finalement au laboratoire, tu dis que ça marche.
je répète l'expérience dans les mêmes conditions, ça donne vraiment les mêmes résultats. Là, on a un niveau de maturité égal à 4. OK? À 4, les partenaires socio-économiques n'accordent aucun intérêt à ce que tu fais. Ça n'intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? On doit, les laboratoires, ou le 4, ils doivent travailler avec des partenaires socio-économiques qui seraient intéressés par le résultat pour faire mûrir la technologie ou un degré de maturité égal à 7. Ou sur le 7, ça y est, les entrepreneurs, ils ont plus s'intéressent. Parce que qu'est-ce qu'il manque pour devenir, pour le diffuser sur le marché? Non sur le 9. Donc sur le 7, c'est vraiment qu'il est valable à l'échelle grandeur nature, etc. Donc on a mis en place toutes les conditions. Et ça devient un produit utilisable. Donc, les nouvelles opportunités حكيت على الريشيرش كولابوراتيف هذه هي la recherche collaborative. هذه هي transformer les résultats اللي هم déjà موجودين. ما نحكيش على les résultats مش يجيو. Les résultats déjà qui existent pour les transformer en solutions concrètes. Et je pense que le projet ARES, donc il offre une belle opportunité. J'ai parlé peut-être de TARF, dispositif, le Green Impact. Le Green Impact, c'est quoi? C'est en quelque sorte, c'est un financement de projets de recherche appliquée, une recherche collaborative, une recherche impactante dans des secteurs clés de l'environnement, comme le changement climatique, comme par exemple la conservation des ressources des bioressources, comme la gestion des ressources naturelles, l'eau, le sol, etc., comme l'économie circulaire, comme l'énergie et l'efficacité énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons lancé un appel. Nous avons dit au laboratoire, si vous avez des résultats déjà validés dans le laboratoire, dans ces thématiques, cherchez le partenaire socio-économique qui pourrait utiliser vos résultats, mettez ensemble un projet pour transformer vos résultats de labo en solutions qui seraient utilisées par ce partenaire socio-économique. Et c'est le Green Impact. Donc, on n'est pas en train de financer une recherche pour la recherche, on finance une valorisation de la recherche, on finance une maturation des technologies, on finance un transfert des technologies des laboratoires vers le milieu socio-économique. Et après une phase de sensibilisation, donc nous étions pratiquement dans tous les pays, trois grands événements au sud, au centre et à Tunis. Et je peux vous dire que le consortium fait des laboratoires de recherche et un partenaire socio-économique, ils me coûtent à l'aqal 3. Mais dans certains, on va avoir au moins 2 laboratoires et un partenaire socio-économique. Au moins. On a mobilisé pratiquement autour de 200 partenaires socio-économiques et autour aussi de 200 structures de recherche. C'était une dynamique extraordinaire qui a été lancée. Et on a été vraiment agréablement surpris de recevoir pratiquement 76 projets. Alors, c'est de grands projets, 76. Sur les 76, il y avait 5 qui ont été déjà éliminés dès le départ parce qu'ils ne répondent pas tout à fait. Ils n'étaient pas administrativement éligibles. Les 71 ont été évalués. Bon, notre budget, il nous permet de financer 15 projets seulement. 15 projets à raison de 700 000 dinars par projet. Les 15, heureusement, ça couvre. Ils sont répartis sur les 6 thématiques, mais la part la plus importante, c'est l'économie circulaire et gestion des déchets. Nous avons eu pratiquement autour de 30 experts, donc un lead expert, des référents, des évaluateurs. À chaque fois qu'il y a des différences et qu'il fait l'évaluation supérieure ou égale à 15%, on refait troisième évaluation. Finalement, on est arrivé à classer les projets de 1 jusqu'à 71 et les 15 premiers. Maintenant, on est en train de préparer les conventions de financement. Donc, c'est notifié. Il y a 2 projets sur liste d'attente. Mais en plus de ça, je suis un peu frustré parce qu'à part les 15, à part ces 2 projets en liste d'attente, il y a au moins 15 autres projets très pertinents. Ça aurait été des projets qui ont une note supérieure ou égale à 75. Mais moi, je fais les 15 premiers projets. Donc, c'est pour dire que l'intérêt
ou l'interaction, Ça crée de l'intérêt. elle existe. Et c'est pour ça que j'ai dit, actuellement, on est en train de chercher, peut-être trouver d'autres sources de financement, parce que ça fait mal au cœur de lancer toute cette dynamique, de mobiliser toutes ces équipes, et on a 15 projets. C'est d'autres projets qui sont intéressants, qui sont pertinents, ne sont pas financés. J'espère qu'on trouvera d'autres sources de financement. Mais vous allez être évalué à la réussite de les projets sur... bien sûr. Bien sûr, de toute façon, في كل mécanisme نعملوه, donc ça m'a des indicateurs. Donc, nous avons lancé le Mobidoc vert aussi. Le Mobidoc vert, c'est la recherche appliquée collaborative, mais dans le secteur de l'environnement, dans les 6 priorités que j'ai indiquées. Mais je nomme les indicateurs. C'est les outputs. Les outputs, pour le Mobidoc, qu'est-ce qu'on attend? D'abord, on fait de la recherche. C'est de la recherche appliquée. Mais on ne doit pas perdre de l'excellence. Donc, un des indicateurs, c'est la production scientifique de qualité. Il n'y a pas de contradiction entre une recherche appliquée et une production scientifique d'excellence. Donc, on peut joindre l'utile à l'agréable. Il y a la production de brevets. Brevets, donc c'est important. Et d'ailleurs, dans les anciennes éditions Mobidoc, nous avons vu que la capacité de nos mobidociens à produire des brevets, elle dépasse la moyenne nationale. Le plus important aussi, c'est, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, c'est la synergie de financement avec d'autres mécanismes. Parce que le projet MTAL Mobidoc, c'est un projet monté autour d'un étudiant avec un partenaire socio-économique. Mais ça peut être développé dans un projet beaucoup plus large. Et c'est déjà l'expérience, elle a montré que ça peut faire des projets de coopération multilatérale financés par l'Union européenne. Et c'est aussi la création de start-up. Tout à l'heure, j'ai dit que nos entreprises actuelles sont capacité limitée d'absorber le savoir. Donc, important de favoriser et de mettre en place un écosystème qui permet de créer de nouveaux startups. Donc, il y a certains qui ont créé des startups. Et nous attendons, on fait Mobidoc Vert, par exemple, la création de startups dans vraiment tout ce qui est vert. On a aussi les parcours, puisqu'on parle de notre projet ARES. Le projet ARES, maintenant, il prévoit la formation de nouveaux masters et de nouveaux parcours dans ce qu'on appelle les métiers verts. Combien on a formé, combien donc de parcours qui ont été mis en place. Et il y a aussi l'intégration, le recrutement des docteurs ou autres dans le milieu socio-économique, surtout en rapport avec les problématiques environnementales. La même chose, pour le Green Impact, il y a des indicateurs. Il y a Green Impact. S'il n'y a pas d'impact, si on ne voit pas que, par exemple, le projet X, il a su avec la municipalité, une telle municipalité, à gérer, par exemple, les déchets et asseoir une approche d'économie circulaire dans la région et éviter. Ici, il n'y a pas ça. On n'a pas réussi. Donc, il faut dire qu'avec le Mobidoc, avec l'expérience, et ça a été lancé en 2012, donc il y a d'excellents indicateurs et c'est pourquoi le Mobidoc a été pérennisé. Pour le Green Impact, la recherche collaborative, c'est la première édition. Et c'est important. Donc, si vous voulez, bien sûr, les projets acceptés, les possibilités ou les impacts potentiels des projets. Donc, on a les experts, ils vont suivre l'avancement des projets et nous espérons que, en bonne partie, les projets arrivent à atteindre les objectifs attendus en termes d'impact sur l'environnement. Est-ce que l'ANPR خمت شي نهار باش تعمل البروسيدور نتاع l'accréditation auprès du Fonds vert? Oui, bon, le projet, l'ANPR, c'est vrai qu'on est ambitieux. Mais alors, il faut dire que, en termes de ressources humaines, on n'est pas vraiment... Nous sommes limités du point de vue ressources humaines. D'ailleurs, le projet ARES, l'équipe, les mixtes, fait beaucoup de contractuels et des permanents. On fait appel à des contrats pour vraiment réaliser c'est un mécanisme de pérennisation, oui. l'accréditation. Oui, c'est important, mais il y a d'autres structures qui le font. في تونس عندنا واحد هكا؟ Hein?
في تونس عندنا واحدة كهو جديدة تو لا بي. اي دونك ثم تجاري ما تجاري bon في mais المغرب. c'est important moi je ne sais pas donc peut-être que ce que vous dites il est très important pour la valorisation et l'utilisation des résultats. انت كentreprise si tu fais pas une structure مثلا accréditée tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas utiliser les résultats. ولو ان حتى les résultats sont corrects, mais s'il n'y a pas ce certificat, non, il n'y a pas, tu ne peux pas le faire. Mais je pense qu'il y a maintenant l'agence d'évaluation et de l'accréditation, la TEA, l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation qui vient d'être créée au sein du ministère. Donc, elle a un rôle très important à ce niveau. D'accord. باهي في l'échange هذا ثم دي بوين اللي باش نروح بهم ونعاود نخمم فيهم. un des points c'est la cohérence et la cohérence c'est la synergie بينات les acteurs الكل وبينات حتى les ministères. C'est important. Donc nous avons le projet ARES attend l'opportunité pour établir ces connexions. Mais nous attendons des connexions à l'échelle nationale beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus solides et pérennes. Surtout. Dans plusieurs situations, les interactions s'arrêtent avec la fin du projet. C'est toujours le deal. يا سيدي حظ سعيد. يعطيكم الصحة وإن شاء الله تواتي الفرص ونهار آخر 2027 ولا وقتاش عاودوا نحكيو قدام كاميرا ولا اون بيرسون ونشوفوا شنو يقدم أريس. ان شاء الله هو دونك معناها certainement on présentera خاطر احنا عندنا nous avons prévu une sorte d'évaluation mi-parcours de nos activités, mais bien sûr احنا déjà حتى في les projets Green Impact donc c'est prévu une cérémonie de signature et c'est prévu une présentation brève des différents projets. باش نعرف شنو هما les projets اللي مش يتعملوا, mais certainement بعد on va revenir sur l'impact et sur les résultats. Et honnêtement معناها les communications, la communication de manière générale elle joue un rôle important. Moi je ne sais pas, avec tout mon respect, bon quel est l'intérêt accordé aux chercheurs? Quel est l'intérêt accordé à ce qu'on est en train de produire comme résultat? Dans l'imaginaire déjà نتاع المجتمع. Mais il faut accorder de l'intérêt. On est capable de ساعتك chercheur كدوم ديما يبقى في الكونتكست نتاع اللابو نتاعو ويحكي دو مانيير هيك تظهر لك. Mais راهو beaucoup de chercheurs ils sont capables de simplifier ce qu'ils ont et transmettre le message معناها à l'auditoire. Mais les chercheurs واحد je pense que ils méritent هيك on est d'accord تو كاين انتري امبورطون هاو يلعبوا في الكوره الموسيقى هذا نيمبورت كوا سامحني. لا نجم نفهمك ونجم زاد نستخايل. ليه سامحني جيست باش نقول لك حاجه انا تو هاني نقولها صافي في 5 ans. انا en 2020 j'ai eu le prix de l'excellence scientifique africain, le prix continental, et c'est la première fois jusqu'à présent que la Tunisie arrive au podium dans ce cadre. خذيت بري وروحت من أديس أبابا. كنت فكرها تو هيك ممكن يجي لي لارموزيو. شكون نلقى في المطار؟ Bon, ma femme, mes enfants et mes collègues de l'ANPR. تصور أنت واحد ياخو معناها كي نقول ان بري دو اكسيلونس سيانتيفيك كونتينونتال سي براتيكمون بطولة إفريقية. Personne n'en parle. Bon, il y a eu بعد هيك quelques médias كلموا ما حبيت أو كيف أنا برشا. Mais est-ce qu'ils ont la place qu'il faut? Jusqu'à présent. لا ما عندك حق. La reconnaissance au-delà des aspects personnels et subjectifs مع شخص, mais ça ouvre les possibilités. C'est important. La reconnaissance, c'est motivant. وانا قلت toujours c'est un problème de communication. ممكن انت مش نحكينا في برشا حكايات certainement الناس مش تسمع certains seront intéressés. et هذاك علاش نقول انا معناها les médias de manière générale et les voies de communication ont un rôle très important dans la dissémination scientifique
اي حتى لو رابروشمون دو لا ريشيرش دي ريزولتا دو اي لا توتالمون معاك. لا تعرف انا نراها في المخيله نتاع الشباب ولا العباد ولا علاش قلت لك نحاول نستخايل في الوقت اللي انت كنت فيه عمرك 20 في تونس ولا ما نعرفش فين، ما كان وقتها ثم جون سيونس وكيفاش كانت تبث وكل الجو والمحبه وكل ديمونسيون سيونتيفيك هذيك التربيه كامله، يعني واحد يتربى على اون فاسون دو فوار لو موند. دونك بطريقه او باخرى الباحث ولا الشيرشور لازم يعاود ترجع له منزله رمزيه في المجتمع. هذا دور الكوميونيكاسيون وستوري تيلينج والحكايات اوكي سيدي يعطيكم الصحه. شكرا.